Alors, ah. C'est ce que j'avais dit, hein. Non, on va faire vite, on va faire vite. Alors, donc, bon, bien sûr, on a différents examens complémentaires de deuxième intention, alors qui sont finalement pas souvent de deuxième intention quand on parle de symptômes, de pathologie, etc. On va parler un petit peu de tous ces différents examens, en se centrant un petit peu, en effet, sur, moi, ce que j'aime bien, le dépistage, l'évaluation du risque et l'échographie d'effort. Alors, juste pour commencer, le Holter. Alors oui, on sait tous que le Holter ECG, c'est hyper important. Déjà, rien que dans le symptôme de palpitation, puisqu'on a quand même nombre de sportifs qui viennent pour des extrasystoles, entre une symptomatologie d'extrasystolie, ou de palpitations pendant l'effort, ou de syndrome du cardiofréquence-mètre. Depuis qu'ils ont eu leur cardiofréquence-mètre, ma fréquence cardiaque est très élevée, je dépasse largement 220 mois l'âge, je suis tout le temps dans le rouge dans ma zone alors que je suis en train de courir peinard. Donc c'est vrai que le Holter ECG, on l'a assez facilement pour des symptômes de palpitation. Bien évidemment, dans l'évaluation du risque rythmique et des morts subites, notamment dans les cardiopathies, le Holter ECG fait partie du bilan et de la recherche des troubles du rythme. Alors, j'ai quand même mis au niveau de l'évaluation du score de risque que, en principe, elle n'est pas utilisable chez les athlètes, enfin, les sportifs à haut niveau, de haut niveau. On va voir avec le Holter ECG, on va pouvoir voir quantitativement l'extrasystolie et qualitativement, s'il y a plusieurs types d'extrasystoles, supraventriculaire, ventriculaire, les signes de gravité, et éventuellement aussi de refaire des Holters sous traitement. Et c'est vrai que régulièrement, on va voir dans les indications juste après, on a le Holter ECG qui fait partie du bilan. Je vous ai mis la variété de la fréquence cardiaque, c'est vrai que bon, on fait plus trop, mais on peut toujours utiliser ça pour la variété de la fréquence cardiaque, pour l'analyse du QT aussi. Alors dans les recommandations, dans les dernières recommandations européennes chez l'athlète, bon, en gros dans toutes les pathologies cardiaques, que ce soit la myocardite, la cardiopathie dilatée, hypertrophique, la non-compaction du ventricule gauche, on a toujours la recherche d'arythmie complexe sur le Holter ECG, donc voilà, un examen secondaire classique qui n'est pas si secondaire que ça. L'élément qui est important quand même sur le Holter ECG, c'est bien évidemment de leur proposer de faire un entraînement dans la vraie vie avec le Holter pour la limite justement qu'on a dans les tests d'effort. Nous, on fait une épreuve d'effort sur 10-15 minutes où on n'a pas la déshydratation, les conditions extérieures, la dérive cardiaque, etc. Voire même parfois l'intensité plus soutenue ou les répétitions. Et donc c'est vrai que le Holter ECG dans la vraie vie pour voir les troubles du rythme, c'est quand même hyper intéressant et on le fait régulièrement. Nous au cabinet, donc on les pose le matin. Je leur dis souvent, gardez-le la nuit. Le lendemain matin, avant de venir le rendre, vous faites votre séance. Comme ça, vous pouvez l'enlever et vous lavez, quoi. Alors, on va avoir une concurrence maintenant des objets connectés, hein, avec le dispositif Cardia, l'Apple Watch, la Move ECG de chez Wheezing, où on a quand même des tracés, alors initialement monopistes, qui nous aident beaucoup. Je pense que beaucoup d'entre nous ont dépisté des FA ces 2 dernières années là-dessus, ou des extrasystoles simples, etc. Et on a petit à petit aussi des données là, avec le Cardia-C dérivation sur les corrélations entre les mesures du PR, du QT, le QRS. On va pouvoir aller encore un petit peu plus loin dans l'analyse avec des simples dispositifs. Donc là, un exemple de FA chez un sportif dépisté par son je sais plus, c'était un Cardia, je pense, et l'électro en rythme sinusal, une fois qu'il vient en consultation, donc en consultation en rythme normal, et puis c'est son dispositif qui l'a dépisté. Alors l'échographie d'effort, pareil, examen secondaire, mais plus ou moins finalement, parce qu'on a vu avec Stéphane qu'on fait, on fait l'épreuve d'effort, mais qu'on a souvent quand même envie d'avoir, comme c'est indiqué ici, un examen d'effort, mais couplé à de l'imagerie. Tant qu'à faire prendre le temps de faire cette test d'effort, autant le faire enfin, couplé à de l'imagerie. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt de faire l'échographie d'effort et quelles sont les indications? Est-ce qu'il y en a dans le dépistage? On va voir. Est-ce que c'est intéressant dans les zones grises? Est-ce que c'est intéressant dans les cardiopathies? Déjà, la première chose, bon, je vais passer rapidement, mais bon, le protocole d'échographie d'effort et les paramètres à évaluer sont très nombreux. Tous les paramètres de repos, quasiment, on peut les évaluer à l'effort, alors même le strain jusqu'à un certain degré.
Et on va avoir des renseignements qui sont quand même intéressants sur le gradient intraventriculaire, sur l'obstruction, sur les pressions artérielles pulmonaires systoliques. On peut mesurer tout ça. Et on va voir quelles sont les différentes indications qu'on peut avoir avec cette test d'effort. Juste un petit peu de physiologie, parce que souvent on se pose la question de savoir, tiens, en écho déjà sur un vélo, on n'arrive pas à augmenter la fréquence cardiaque comme en course à pied par exemple. Alors c'est vrai que si vous mettez un marathonien sur le vélo, bon, c'est pas très adapté. Par contre, on se dit, peut-être que le travail cardiaque n'est pas identique que sur le vélo assis ou en course à pied. Ce n'est pas exactement vrai. En position couchée, c'est vrai que la durée de l'exercice est parfois moindre, parce que c'est moins facile, on va dire. La charge de travail maximale est moindre, la fréquence cardiaque maximale atteinte est moindre, et l'épuisement musculaire est parfois plus précoce, parce qu'on est vraiment sur les quadriceps. Mais par contre, à contrario, le volume télédiastolique du ventricule gauche et les tensions sont plus élevés, pour une même puissance, et finalement, le stress pariétal est plus élevé. Et globalement, on se retrouve avec une augmentation de la demande en oxygène du myocarde et des pressions de remplissage, et on se retrouve finalement avec le même stress pariétal et la même analyse possible, notamment pour ce qui est de l'ischémie myocardique. Alors bon, le test d'effort, comme on l'a vu tout à l'heure, ça va permettre d'évaluer les capacités physiques, et c'est vrai que la puissance maximale atteinte, équivalent de la PMA ou de la VO2, même si on ne le fait pas, c'est un excellent facteur prédictif et un des plus puissants de mortalité, et qu'on sait, sportif ou non, que chaque mètre qu'on gagne, c'est de la mortalité en moins. Alors, est-ce qu'il y a une place de l'écho d'effort dans le dépistage et la visite de non-contre-indication? Ça va être vite, non. Parce que vous voyez qu'on commence, comme on a vu depuis tout à l'heure, l'interrogatoire, l'électro, l'écho. Maintenant, on a même l'IRM, souvent avant l'écho d'effort. Donc, on est vraiment très très loin dans la visite de non-contre-indication. Et de toute façon, toutes ces explorations chez les patients, enfin dans le dépistage chez l'asymptomatique, aucune place. Alors, en fonction bien évidemment des symptômes, essentiellement la syncope, la douleur thoracique, on peut, même si c'est de deuxième intention, faire une échographie de stress, idéalement à l'effort plutôt que sous dobutamine. Mais pareil, encore une fois, l'écho, l'IRM sont des examens qu'on privilégie maintenant. Pour ce qui est des anomalies électriques qui peuvent engendrer l'indication de l'échographie d'effort, globalement, vous savez, le bloc de branche gauche, les anomalies de repolarisation, on va aller facilement à l'épreuve d'effort. Et c'est vrai qu'on signale quand même à chaque fois, couplé à l'imagerie. Donc c'est vrai que c'est plus intéressant d'aller faire une échographie d'effort, une scintigraphie myocardique d'effort, ça dépend ce qu'on recherche, ou une IRM d'effort, on verra après, plutôt que de faire un simple test d'effort sans imagerie, vu la faible sensibilité et spécificité de l'examen seul. Alors dans la coronaropathie, pareil, on connaît bien ces diapositives. Après l'âge de 30 ans, il y a une explosion des étiologies, de la coronaropathie en étiologie de mort subite. Et c'est vrai que le dépistage de l'ischémie myocardique va être très très intéressante. Quand on regarde dans les recommandations là de 2018, chez le patient asymptomatique, de nouveau, on est assez loin quand même pour ce qui est de l'échographie d'effort, et il laisse sur cet examen, sur ces recommandations de 2018, l'épreuve d'effort usuelle, et si elle est borderline, on peut faire. Bon, moi, je ne suis pas trop d'accord là-dessus, mais bon, ça reste comme ça sur les recos. En 2020, on a vu cette diapositive tout à l'heure, c'est beaucoup plus intéressant. Il y a l'évaluation du risque qu'on va voir après avec peut-être le score calcique. Et une fois qu'on a un risque un peu élevé, on va mesurer l'intensité de l'effort, comme l'a dit tout à l'heure Stéphane, on a vu cette diapositive, et on a les tests d'ischémie non invasifs à réaliser. Alors l'échographie d'effort spécifiquement, dans les recommandations chez le sportif en 2020, et l'examen vraiment d'imagerie qui est à privilégier, parce que souvent il est très bien accepté par l'athlète, il n'y a pas d'injection, et globalement on arrive quasiment tout le temps à aller au max de l'effort quand on les pousse, même chez un coureur à pied. Pareil, de nouveau cette diapositive, l'apport de l'échographie d'effort est vraiment très intéressante dans les différentes zones grises des différentes pathologies. Alors je n'ai pas fait de diapo sur la non-compaction du ventricule gauche, mais des petits diagrammes assez simples des algorithmes de décision. On va par exemple, pour différencier le cœur d'athlète et la cardiomyopathie dilatée, quand on a une fraction d'éjection un petit peu réduite,
On fait l'échographie d'effort. Si la fraction d'éjection se normalise, c'est un bon argument pour dire qu'on est plutôt dans le cœur de sportif. Cette diapositive qui est bien faite, je trouve, entre l'athlète et la cardiomyopathie dilatée. Alors, il n'y a pas que l'écho d'effort, mais on voit donc le NT-proBNP qui est augmenté quand c'est pathologique, le bloc de branche gauche plus pathologique, le nombre d'extrasystoles. Donc là, ici, on a le Holter de nouveau. Et l'échographie d'effort, où il y a une absence, enfin, chez l'athlète, il y a une augmentation de la fraction d'éjection et une normalisation de la fraction d'éjection, contrairement à la cardiomyopathie dilatée. Pour ce qui est de la DAVD, enfin des maladies arythmogènes, on va dire, du ventricule droit, on a quand même des analyses, des paramètres d'effort sur le VD qu'on peut, comme le VG, réaliser. Bon, vous connaissez, hein, le TAPS, l'ondes en DTI, la déformation, le speckle tracking. Et c'est vrai que dans le cadre des cardiopathies arythmogènes du ventricule droit, on a rapidement, quand c'est pathologique, une absence d'amélioration des différents paramètres dès l'intensité même modérée. Donc, c'est-à-dire que vous voyez, sur un strain, par exemple, on n'est pas obligé d'avoir un effort maximal. On peut l'utiliser sur des fréquences encore assez basses où c'est analysable, avec une fraction de raccourcissement des surfaces qui n'augmente pas, un strain longitudinal qui ne diminue pas et un strain rate qui ne diminue pas non plus. On a les mêmes données de maladies arythmogènes du ventricule droit dans la CMH, ce qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'on peut analyser aussi, il ne faut pas oublier d'analyser le VD dans la CMH. Donc là, une petite diapositive là, voilà, avec les zones grises, le cœur d'athlète à gauche avec une augmentation normale de la fraction d'éjection, pas d'anomalie au niveau des paramètres systoliques ventriculaires gauche, et je ne vais pas rentrer dans le détail, on vient de le dire, sur la CMH et la cardiopathie dilatée. Alors l'intérêt vraiment de l'échographie des forces dans les valvulopathie, Stéphane, tu sais, d'évaluer les valvulaires qui sont dits asymptomatiques, notamment le RAO. C'est vrai que quand on a un RAO évalué, sévère, on pose la question au patient, est-ce que vous êtes essoufflé, tout ça? Non, mais en fait les gens se sont adaptés au fur et à mesure avec leur évolution de RAO, on leur fait un test d'effort ou une VO2, on verra après, et on voit en fait qu'ils ont une diminution de leur capacité d'effort, parce que finalement ils ne font pas l'effort, ils sont trop sédentaires pour qu'on ait de dépistage sur les symptômes. On va analyser, donc pareil, je ne vais pas faire chaque détail de chaque valvulaire, mais en gros, on va analyser les différents paramètres, regarder les différences entre les gradients maximums, les gradients moyens, les deltas, le travail du ventricule droit, la dysfonction ventriculaire droite et l'évolution de la pression artérielle pulmonaire systolique qui, globalement, vous voyez, on analyse plus que l'hypertension pulmonaire. On voit pas bien ? Bon, en gros, c'est plus ce qu'on recherche souvent quand on fait l'écho d'effort et la pression artérielle pulmonaire systolique, c'est qu'on se dit tiens, on va regarder s'ils n'explosent pas leur PAPS. Et finalement, c'est plus l'évolution. C'est-à-dire que pour un faible niveau d'effort, on est vraiment une courbe importante, une croissance importante de la pression pulmonaire systolique. Alors, l'étude du strain ventriculaire gauche à l'effort est faisable. Alors, cette petite étude, que même jusque sur des efforts assez modérés, on peut réaliser le strain sans qu'il y ait de défaut d'analyse. Les différents éléments, en gros, si vous voulez, on a plus le strain à l'effort. La contraction du ventricule gauche et la fraction d'éjection dépendent plus de la contraction du strain radial et circonférentiel et apical, la torsion, plutôt que du strain longitudinal. Donc c'est des paramètres qu'on peut utiliser, qui sont pas faits qu'on ne peut pas faire régulièrement, mais il y a quand même un intérêt puisqu'on sait que le strain radial et circonférentiel ont une corrélation linéaire avec la fréquence cardiaque, le VO2 max et le pouls d'oxygène, qui est le reflet du débit cardiaque, je vous rappelle. Cette diapositive est intéressante parce que, est-ce qu'il y a vraiment un apport? Est-ce que vous avez changé votre décision vis-à-vis de la pratique sportive en faisant une échographie d'effort? Cette belle étude qui a été faite, là, c'est des petits nombres, sur 350 cas, qu'on parte d'une pathologie ou pas d'une pathologie, qu'on trouve une pathologie ou qu'on n'en trouve pas, souvent l'échographie d'effort amène un changement de décision vis-à-vis de ce qu'on avait pensé au début. Que le test soit normal ou anormal. Donc ça a vraiment un apport
sur la conduite à tenir qu'on va avoir derrière. Alors pour ce qui est de l'échographie d'effort, donc le coût est faible, il n'y a pas d'irradiation, la sensibilité et la spécificité sont nettement meilleures que le test d'effort sans imagerie. Est-ce qu'il y a un intérêt dans le dépistage? Non. J'ai mis les réponses, c'est bien. Est-ce qu'il y a un intérêt en prévention, surtout s'il y a des symptômes ou si on est à haut risque pour dépister la coronaropathie? Et globalement, dans l'ensemble des pathologies cardiaques, il y a un intérêt à faire l'échographie d'effort et ça nous permet de sortir un petit peu des zones grises. Plus rapidement, l'épreuve d'effort métabolique. Je vous conseille vivement le petit bouquin qui est petit mais très, très facile pour ceux qui ne connaissent pas bien. Au moins, on se le lit une fois, on comprend bien. Alors, il y a plein de paramètres qu'on peut... donc, le but, ce n'était pas de vous faire un cours sur l'épreuve d'effort métabolique, mais on a énormément de paramètres complémentaires à l'épreuve d'effort simple. Vraiment beaucoup. Juste en analysant les échanges gazeux, en faisant des gaz du sang, que ce soit en artériel ou en capillaire. Une fois qu'on a la technique, ça va franchement assez vite. Même, moi, j'en fais plus beaucoup maintenant, mais à l'époque, quand j'en faisais, on les faisait en radial pendant l'effort, et ça se faisait hyper facilement. Et on a donc énormément de paramètres sur l'analyse des échanges gazeux qui vont permettre d'étudier le système cardio-circulatoire, le côté pulmonaire et le côté périphérique, avec des données qu'on n'a pas forcément comme ça spontanément, que ce soit le volume courant pendant l'effort, le calcul des espaces morts, les seuils, etc., etc. Alors là, juste pour vous donner un exemple, voilà, on a fait une courbe des bivolumes au repos, et puis pendant l'effort, on va mesurer à chaque palier, on peut faire différentes courbes de débit-volume pour vérifier s'il n'y a pas un impact, s'il n'y a pas une limitation au niveau pulmonaire, que ce soit sur de la restriction, sur de l'obstruction, éventuellement aussi pour rechercher l'asthme à l'effort. Ce sont des données qui sont très intéressantes, qui vont objectiver en fait justement la limitation dans le symptôme d'essoufflement, physiologique ou non. Donc c'est vrai que l'épreuve d'effort métabolique, c'est une étude qui va être précise et objective des capacités à l'effort. On va vraiment essayer de limiter au maximum le côté subjectif. Et d'ailleurs, ça va permettre aussi de voir un petit peu les discordances entre le ressenti du sportif ou du patient et ce qu'on voit réellement. Et souvent, quand quelqu'un vous dit « je suis essoufflé », il est vraiment essoufflé. Après, il faut comprendre pourquoi il est essoufflé. Et le pourquoi il est essoufflé, ça peut être sur plein de choses. Et on voit beaucoup d'essoufflements où le test est complètement normal, mais sur le mode ventilatoire. Et le mode ventilatoire, on peut vraiment le voir uniquement que sur cet examen-là. S'il n'y a pas de l'hyperventilation au début, s'il n'y a pas du Cheyne-Stokes, etc., s'il n'y a pas des augmentations de fréquence anormales, et on retrouve vraiment leur sensation, quand ils vous le décrivent, on arrive à voir sur les courbes le pourquoi de l'essoufflement, alors que spontanément, on se dit non, mais tout est normal. Tout ce qui est orientation de l'entraînement, globalement, moi, à titre personnel, j'en fais quasiment plus. C'est-à-dire qu'avec les montres connectées, la préparation physique qui est tellement bonne maintenant, tout est accessible hyper facilement. On n'a plus de sportifs qui viennent nous voir en disant « Tiens, j'ai envie de gagner 25 watts sur ma FTP ou 10 watts sur ma FTP, comment je peux mieux m'entraîner ?» On ne donne plus vraiment de conseils, je ne sais pas s'il y en a encore qui le font, mais moi en tout cas, je ne vois plus du tout de cyclistes, plus de coureurs qui viennent spécifiquement pour ça. Ou quand ils viennent, c'est parce qu'ils l'ont lu dans un magazine qu'il fallait faire leur VO2 max, et ils viennent et je leur dis déjà, il n'y a pas d'indication chez vous, vous pouvez le faire, mais vous allez le payer et l'apport ne va pas être hyper intéressant parce qu'en plus ils prennent leur rendez-vous, ils viennent, ils le font au début de préparation. Je leur dis dans 15 jours vous allez vous entraîner, ça ne va plus être pareil, vos seuils vont changer. Donc c'est vrai que ce côté-là encore de l'épreuve d'effort métabolique, le VO2 max miracle, c'est plus trop d'actualité. Par contre, ça permet de prédire les performances. Quelqu'un qui vient, ça peut être sur la puissance maximale atteinte aussi, ou sur la vitesse maximale lors d'un test d'effort, mais on peut leur dire, voilà, il vient, je m'entraîne pour faire un plan de marathon 3 heures, et il a une VMA à 12, vous lui direz que c'est pas possible. C'est pas la peine, il faut diminuer un petit peu. Ou à l'inverse, souvent à l'inverse d'ailleurs, c'est que les gens se sous-entraînent, à cause des fameux 220 moins l'âge. Donc l'épreuve d'effort métabolique va nous permettre d'évaluer sur une donnée objective le VO2 max et le pourcentage de VO2 max atteint, la capacité à l'effort, et on va pouvoir aussi répondre aux sportifs, comme je vous disais, tiens, je vais préparer un marathon, est-ce que je peux le faire? Si vous avez une VO2 à 70% de la norme et qui est à 20 millilitres minute, vous allez le faire, mais vous allez le faire lentement. On peut s'orienter comme ça, et on peut aussi s'orienter sur... Oui, docteur, je fais 10 heures de sport par semaine. Vous lui faites sa VO2, il est à 80% de la norme. Il y a une discordance. Soit il y a une pathologie,
soit il ne s'entraîne pas 10 heures, soit il s'entraîne 10 heures, mais très léger, et qui ne développe pas le cœur d'athlète. Je ne vais pas le détail, voilà ce qu'on attend, c'est les différents paramètres qu'on attend chez l'athlète en VO2, mais en gros, on a une augmentation du VO2 max, et plus on va s'entraîner, plus on va rapprocher ses seuils de son VO2 max. C'est le but de l'entraînement. On améliore ses performances, pas forcément en améliorant son VO2 max. En gros, c'est ça le message qu'on passe aux sportifs, que c'est en déplaçant ces seuils qu'on s'améliore. 3 petites courbes pour vous montrer un intérêt très important, je trouve, moi, de l'épreuve d'effort métabolique. C'est l'analyse du pouls d'oxygène. Donc l'analyse du pouls d'oxygène, c'est le reflet du débit cardiaque. C'est le rapport entre le VO2 et la fréquence cardiaque. Et vous voyez que chez un athlète, on a une augmentation progressive et normale jusqu'au bout du pouls d'oxygène. Chez un patient qui va être plutôt sportif, mais ou sédentaire, ou peu sportif, on va avoir un plateau qui va être un peu plus précoce. Et là, à droite, on voit un effondrement du pouls d'oxygène avant la fin de l'épreuve. C'est le reflet d'une baisse du débit cardiaque. Et en l'occurrence, régulièrement, on dépiste des tritronculaires comme ça, où en faisant un test d'effort, on ne voit rien, et diminution du pouls d'oxygène. On peut avoir aussi, pour l'hypertension artérielle pulmonaire, pour ceux qui en font, des petits rebonds du pouls d'oxygène à la fin de l'épreuve d'effort à l'arrêt, qui sont des reflets d'hypertension artérielle. Combien de temps il me reste? 5. Le score calcique. 5 secondes, 5 secondes, ça va aller vite. Bon, 5 secondes, rapidement. Donc le score calcique coronaire, c'est un examen pour évaluer le risque cardiovasculaire. Ce n'est pas un test d'ischémie non invasif. Rapidement, un exemple. Patient de 56 ans, venu avec un petit peu obligé par son médecin traitant, 3h17 au marathon, s'entraîne 50 km de course à pied par semaine, tennis en simple, VMA à 17 dans son club. Qu'est-ce qui va être la première chose à faire? On l'a vu tout à l'heure, c'est évaluer le risque cardiaque, parce que justement, on a une augmentation après l'âge de 30-35 ans des coronaropathies. Évaluer le risque cardiaque, ça reste quelque chose qui est très difficile, surtout chez les sportifs, parce que s'ils se disent sains, en bonne santé, docteur, je vais bien, je mange bien, je fais du sport, rien ne peut m'arriver. Et c'est vrai que les scores, comme on l'a vu tout à l'heure, classiques, sont assez limités, parce qu'on se retrouve souvent dans un risque intermédiaire, en fait. Je suis fumeur ou je suis ancien fumeur, j'ai de l'hérédité, j'ai un non-HDL élevé ou un LDL qui est élevé, j'ai une tension artérielle qui est augmentée, et ça, c'est quand même quelque chose qui est hyper important, et je mets le holter tensionnel juste là sur une diapositive. Toutes les études qui ont analysé les athlètes sur l'hypertension artérielle montrent que la proportion d'hypertension est identique chez les athlètes et chez les sédentaires. Il n'y a pas de différence. Donc, c'est faux de croire qu'en étant sportif, on a moins d'hypertension pathologie en soi. Le sport en lui-même va diminuer la tension artérielle, et souvent à l'occasion, là, que ce soit la vaccination anti-Covid, d'un déconditionnement. J'ai eu le Covid, je me suis déconditionné pendant quelques temps. On a dépisté énormément de sportifs avec de l'hypertension artérielle parce qu'ils ont arrêté 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois, et ils ont dépisté, ils ont augmenté leur tension artérielle. Donc c'est vraiment un facteur de risque à aller rechercher qui est souvent sous-estimé, négligé, mais quelqu'un qui court 60 bornes par semaine, qui vient en consultation vous voir et qui a même une tension artérielle limite, si elle s'est recontrôlée, voilà, à 140-90, on s'attend à ce qu'il ait 11 de tension, pas 14. Donc vraiment important. Petit point chez la femme, 5% des femmes sous pilule œstrogestative font de l'hypertension artérielle iatrogène. Donc hyper important aussi chez les athlètes femmes de poser la question. On leur pose, vous prenez un traitement? Non. Vous prenez une contraception? Oui. Donc faut bien poser la question. Puis on évoque le dopage, ça, Steph, il aime bien aussi, sur l'hypertension artérielle, évoquer le dopage. Donc notre ami a un père qui a fait un infarctus, il a un LDL qui est élevé, il a un non-HDL qui est élevé, une tension artérielle qui est limite. Si on se retient au score classique, il est entre 2 et 5%. Quand on regarde dans l'algorithme, on pourrait lui signer comme ça. Donc bien, bon, je ne reviens pas encore sur cette diapositive-là, sur l'intensité de l'exercice qu'on va évaluer. On lui fait son test d'effort. Sur son test d'effort, globalement, il est maximal, il n'y a pas d'anomalie électrique, il fait quelques extrasystoles de retard droit au pic de l'effort, et il a une tension artérielle qui monte rapidement dès le début de l'effort. Est-ce qu'on va lui signer son certificat de non-contre-indication? Moi, j'avais le problème à l'envers. Je lui avais fait faire un score calcique avant, puisque j'avais estimé qu'il était à risque intermédiaire, et qu'il y avait un intérêt à lui faire ce score calcique. Et surtout, qu'en l'interrogeant, il me disait, je suis un diesel. Je mets 20-25 minutes avant de réussir à rentrer dans l'effort. Et son score calcique était très élevé, à 508, au 96e percentile pour l'âge, et ça nous a permis de le reclasser dans le niveau de risque. Et c'est ça l'intérêt du score calcique, c'est-à-dire qu'il
il ne faut pas prendre en compte la sténose forcément, mais la lumière. C'est la lumière qui est le problème au niveau des syndromes coronaires et sur les ruptures de plaques, comme disait tout à l'heure Jean-Michel. C'est qu'on n'évalue pas forcément la même chose. On ne cherche pas forcément de l'ischémie. Pour évaluer le risque, c'est évaluer le nombre de plaques, la dangerosité des plaques, et que nos tests standards sont assez peu sensibles sur l'écho de stress, par exemple, pour dépister cela, alors que faire une échographie endocoronaire va être très performante. Mais bon, on ne va pas aller faire ça. Et donc, on a ce score calcique, qui est un examen qui est très peu coûteux, qui est très facile, qui est très peu irradiant. Il n'y a pas d'injection, contrairement au coroscanner où vous allez aller injecter. Donc ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup... les cardiologues le savent, mais il y a beaucoup de médecins généralistes, c'est vrai qu'ils pensent encore que c'est un angioscanner, ce qui n'est pas le cas. Et l'intérêt grand de ce score calcique, c'est vraiment de reclasser les gens quand on a un risque intermédiaire à haut risque ou à faible risque. L'autre élément très intéressant du score calcique, c'est de pouvoir corréler au niveau de risque. La valeur prédictive négative du score calcique est excellente. Vous avez un score calcique à 0, on sait que dans les 10 prochaines années, votre risque de faire un événement cardiovasculaire ou de mourir, il est très très faible. Alors, on ne va pas tout faire parce que ça va être un peu long, hein, sinon. Je l'ai fait tout à l'heure de toute façon pour cet après-midi sur mon topo sur le score calcique. Mais en gros, toutes les études qui ont été faites dernièrement montrent, alors qu'au début on pensait avec ce marathon study que peut-être que le sport engendrait des calcifications et que ce n'était pas finalement un risque, toutes les dernières études, en reprenant même la marathon study, montrent que la coronaropathie et les plaques qu'on dépiste sur le score calcique engendrent un niveau de risque beaucoup plus élevé. C'est comme la population générale. Ce n'est pas une question de calcification des plaques parce que je fais du sport et que j'ai du calcaire sur mes artères coronaires. Le calcaire provient des plaques d'athéro. Petite diapositive quand même là avant de terminer sur le score calcique, juste pour vous dire que sur cette étude-là, en faisant le score calcique et l'épreuve d'effort, sur les 27 patients qui avaient des plaques à haut risque de rupture, seulement 6 ont été dépistés par le test d'effort. Donc vous voyez quand même qu'il y a une large place du score calcique et qui a été spécifié dans les dernières recommandations que pour évaluer le risque, le score calcique coronaire est très très intéressant. Voilà, j'accélère. Des questions? Oui. Ouais. Ouais. Les deux. Les deux, et en fait, c'est vraiment sur des facteurs de risque un peu intermédiaires qu'il n'y a pas dans les scores. Donc, moi, je porte énormément d'importance à l'hérédité coronarienne paternelle chez un homme et coronarienne maternelle chez une femme. Et c'est vrai que sur ces personnes-là, le discours que je leur tiens, c'est que, parce qu'ils viennent pour faire un test d'effort. En gros, mon père a fait un infarctus, je viens faire un test d'effort. Je leur fais le test d'effort, je leur dis, le test d'effort ne va pas vous dépister. Ce n'est pas ça que vous êtes venu. Votre question que vous me posez, c'est de savoir si vous allez avoir un problème plus tard. Et le test d'effort ne répond pas à cette question. Et donc je leur dis, on va faire cet examen-là, justement pour voir si vous êtes avec votre hérédité, à faible risque ou à haut risque, et en fait, on les reclasse dans les deux sens. Il y a vraiment il y a de tout, parce que ça dépend de l'hygiène de vie, de l'exposition aux toxiques, de l'hypertension artérielle sous-jacente, s'ils en ont ou qu'ils n'en ont pas, mais qui est masquée par leur activité physique et sportive. Et c'est vrai que dans le topo, je le détaille beaucoup plus cet après-midi, mais ça permet le score calcique élevé, quand on les reclasse vers le haut, en fait, on découvre toujours d'autres facteurs de risque. C'est des gens qui sont hypertendus, c'est des gens qui ont une dyslipidémie, etc., etc. Mais on les reclasse dans les deux sens. Et après, bon, l'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est d'améliorer le traitement en prévention, quoi. Donc après, ça dépend un peu du niveau de risque qu'on est. Mais moi, très régulièrement, j'en ai où on les reclasse à faible risque, et très régulièrement, j'en ai qu'on reclasse à très haut risque. Quand je dis très haut risque, c'est vraiment très haut risque, avec des scores au-dessus de 800, hein. Alors que tous les examens étaient normaux, et en fait, ils ont des coronaires très très malades, mais comme ils sont sportifs, c'est plutôt diffus, ça sténose pas, mais ils ont des plaques. Quand on fait ensuite parfois les coroscanners derrière, le radiologue, il me rappelle, où il dit aux patients, vous allez mourir demain, quoi. Donc ils reviennent me voir, paniquer. Après, c'est un bon effet parce que derrière, ils prennent leur statine. Dans toutes les dernières études, on verra tout à l'heure, mais j'en ai refait quelques-unes. Ouais, je sais.
sur Marathon Study, donc au début, il y a 10 ans, enfin il y a presque 10 ans, ça a commencé en disant la physiopathologie n'est pas la même, forcément, de la plaque. Mais là, maintenant, le risque est le même. C'est-à-dire que chez le sédentaire et chez l'athlète, c'est un excellent... la prédiction est excellente. Sur la rupture de plaque, sur la mortalité et les événements surtout, et sur la mortalité globale aussi. On verra tout à l'heure, j'ai mis la diapo, mais même sur la mortalité globale. C'est un très très puissant facteur pronostic. Après, par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a le niveau de risque après. Donc on ne va pas traiter de la même manière qu'un score calcique à 100. Alors ça, c'est très récent, c'est sorti, c'est les deux. C'est-à-dire que si tu as un jeune avec un score faible, avec un percentile très élevé, il est à risque. Et à contrario, si tu as quelqu'un qui est plus âgé, qui a un score élevé, pas très élevé, mais élevé, avec un percentile faible, c'est dans la norme. On ajuste comme ça. Et chez la femme, bon, on verra tout à l'heure aussi, mais c'est un très très bon... il y a un très très haut niveau de preuve maintenant. D'accord.